Bien, ce qui me paraissait intéressant, c'est plutôt de dire, ok, on a vu un petit peu multimédia pédagogique, on a vu comment on travaille avec, dans quel cas, dans quel domaine. Maintenant, en tant que prof, comment je vais trouver ma place dans ce monde-là? Et la première question qu'on va se poser, on va se dire, ok, dans quel usage je vais faire appel à la vidéo, au multimédia pédagogique? Et quand je me creuse la tête, et elle est assez creuse, donc c'est vite fait, généralement, moi, je trouve ça. Je me dis, en fait, la vidéo dans l'enseignement, dans la formation, je vais la trouver sur nos podcasts. Alors, les podcasts, c'est des fameux trucs où on enregistre automatiquement les cours, et c'est enregistré, c'est tel quel, c'est livré tel quel. Je ne suis pas un grand fan de ça, bon, je ne suis pas le fameux prof de physique du MIT qui se lance des boules de métal qui s'arrêtent vraiment à 2 secondes de leur nez pour démontrer le phénomène du balancement, etc., et les lois de Newton. Parce qu'en plus, ces podcasts, ils font appel à une métaphore que je trouve amusante en communication, qui s'appelle la métaphore de la diligence. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, la métaphore de la diligence, elle est assez amusante, parce que bon, le multimédia, c'est pas nouveau. Hein. On se pose des questions sur le multimédia depuis les années 50, 60. Les premiers chemins de fer, c'est 1834 en Belgique, la ligne Bruxelles-Malines, ou 36, je ne sais plus, 36 je pense. Enfin bref, quand il s'agit de faire des wagons, on dit wagon ou wagon? Chez nous on dit wagon, on se pose. Et donc quand on... Parce qu'on est en Wallonie. Et donc, quand il s'agit de mettre des wagons, des locomotives, ils ont fait des wagons avec les mêmes formes que la diligence, pour ne pas choquer les gens. Et donc cette métaphore de la diligence, c'est quelque part de se dire, dans les années 60-70, on se dit, ouais, génial, on va introduire la vidéo dans l'enseignement, on va filmer un mec devant un tableau. C'est ce qui s'est fait. Et ça a donné des podcasts avec le numérique qui a évolué. Alors, moi, je ne suis pas très pour, parce que je trouve que c'est long. C'est difficile à s'y retrouver, mais par contre, si on ne met pas trop d'argent dedans et pas trop de temps, ça peut proposer des avantages. Dans l'uni où je travaillais avant, il y avait un système de podcast. Je pense qu'il y avait 3 amphis par faculté et le prof pouvait choisir ou pas d'y aller. Son cours était enregistré automatiquement. Ils ont des logiciels de calibrage d'une caméra genre CCTV, là, sécurité, qui calibre vos épaules et même quand vous bougez, ça vous suit automatiquement. On a un film grand angle, on a le prof de loin, son support PowerPoint, on a le cours de A à Z, parfois 1h30, 2 heures. C'est enregistré, c'est mis en ligne. Je vous rassure, ça n'a jamais diminué la fréquentation des amphis. Donc, il y a toute une flopée d'études qui le garantissent. Là où je travaillais avant, c'était juste pour que l'étudiant puisse revoir un cours où il a besoin de précision, puisse voir un cours quand il n'a pas pu aller parce qu'il était malade. Et généralement, chez nous, les podcasts, on les effaçait au bout de chaque année. Parce que le but, c'est pas de produire de la ressource péda, le but, c'est de produire une trace des cours pendant 1 an pour que les étudiants qui n'ont pas su venir pour une raison ou une autre puissent revoir des choses. Le prof, à la fin du podcast, il a une petite bande temporelle où il peut couper les morceaux qu'il a envie. Donc, c'était vite fait, bien fait. Ça coûtait, je pense, pour toute l'UNI, peut-être 300 000 francs par an, mais à 27 000 étudiants, ça fait 10 balles, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, je ne suis pas fan des podcasts, mais d'un usage. Deuxième usage qu'on va voir dans la vidéopédagogie, c'est le webinaire. Le webinaire, c'est un séminaire sur le web. Ou éventuellement le streaming. Ça veut dire que si vous avez parfois vos étudiants qui sont tous en stage et qui ne sont pas vraiment dans un lieu ici, et que c'est leur une petite séance de débriefing à faire avec eux qui va durer une demi-heure, ben vous connectez sur des logiciels de webinaire comme Adobe Connect ou autre, ça peut faire le travail. Vous demandez aux étudiants de se connecter avec vous, 5-6 personnes, faites une discussion en ligne synchrone, et vous pouvez partager votre écran pour une présentation. Donc voilà, on peut faire de la vidéo en direct synchrone pour enseigner aussi. Puis il y a ce que j'appelle moi la vidéo instructionnelle. La vidéo instructionnelle, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les MOOC, c'est la vidéo qui instruit, la vidéo qui donne une présentation de contenu. On a ensuite la vidéo expérientielle, on verra tantôt qu'il y a beaucoup de littérature qui sort actuellement sur la production de vidéos expérientielles. Une vidéo expérientielle, ça ne va pas être nécessairement une expérience scientifique. Par exemple, si vous interviewez un sociologue sur son interprétation d'un phénomène comme la numérisation à l'école primaire, quelqu'un qui parle et qui vous explique son mécanisme de pensée par rapport à un exemple,
c'est expérientiel aussi. Donc c'est pas uniquement de l'expérience de chimie qu'on filme, c'est du recul aussi. La vidéo interactive, parce que la vidéo interactive c'est quelque chose qui existe et qui est pas mal. Je voyais récemment, il y a un petit logiciel libre qui s'appelle H5P, qui va dans Moodle d'ailleurs, qui est pas mal, et ils viennent de mettre la possibilité de faire de l'adaptative learning dans les vidéos. Ça veut dire que la vidéo va s'arrêter à un moment donné d'un scénario et vous aurez 3 choix ou 4, et vous cliquez sur un endroit et ça vous emmène sur un truc ou pas. Alors ça dépend où est-ce qu'on va l'utiliser, ça dépend dans quel domaine, ça va prendre du temps à préparer. Mais l'exemple qu'il donnait était fait par une école de soins infirmiers de, je ne sais plus de quel état en Amérique ou au Canada, et c'était pas mal. C'était une infirmière qui faisait une visite de follow-up chez une dame qui était passée aux urgences mais qui avait l'air d'être une femme battue. Et donc on suit l'infirmière qui descend de sa voiture, qui sonne à la porte, et puis la vidéo s'arrête parce qu'on entend la femme qui dit « Who's there ?» Et alors on lui dit ben, « Vous allez dire ça, ça, ça ou ça ». Et en fonction de ce qu'elle choisit, le scénario avance. Parfois on arrive à un cul-de-sac parce qu'elle dit ben, « Si vous dites ça, la porte se ferme tout de suite, elle ne vous ouvrira pas ». Et donc on revient en arrière, on réessaye autre chose. Et ils ont scénarisé comme ça tout un entretien où une infirmière arrive après une visite aux urgences d'une femme qui a quand même les signes d'une femme battue qui vit seule avec son enfant. Quand elle rentre dans l'appartement, il y a le mec de cette femme-là, qui est apparemment un peu violent, qui sort de la chambre, qui demande « Qu'est-ce que vous faites là ?» Enfin, il y a tout un scénario qui est là et qui amène au bout à une visite qui s'est bien déroulée, mais on est passé par des essais-erreurs, mais en immersion, donc c'est assez intéressant. Ça, c'est la vidéo interactive. La vidéo annotée et collaborative, c'est intéressant aussi, parce que maintenant, il y a des logiciels qui vous permettent d'annoter des vidéos. Donc, quand vous travaillez les aspects cliniques ou observations de classe, si vous demandez à un de vos étudiants de se filmer en classe pendant 20-25 minutes, ses collègues peuvent venir annoter un schéma temporel de la vidéo dans la bonne ligne du temps et lui donner des petits conseils. Alors, évidemment, peut-être que cette annotation, vous allez la guider. Dire à vos étudiants, tu viens faire une marque comme ça quand tu estimes qu'il a fait un bon twist pédagogique pour garder l'attention. Tu vas faire une marque là si tu estimes qu'il n'a pas été voir tous les élèves mais qu'il se focalise peut-être sur certains. On peut comme ça annoter une vidéo collaborative dans un domaine d'apprentissage. Et il y a une autre typologie que j'appelle la vidéo étudiant, parce qu'on a des étudiants qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça que nous, et qu'un smartphone équipé d'un logiciel qui coûte 8 €, qui s'appelle LumaVision, il permet de faire des montages assez bien, assez faciles, et donc demander à ses étudiants de produire la vidéo eux-mêmes, c'est pas quelque chose d'impossible, et avec des bons critères donnés, on a souvent de bonnes surprises. Donc voilà déjà la première question qui se posait sur les différents usages et formes potentielles dans une école d'enseignement supérieur. Maintenant, la question qui va se poser structurellement, c'est, comme je vais produire la vidéo, il faut que j'ai une réflexion sur un média serveur. Qu'est-ce qui va héberger mes vidéos? Alors, première chose, vous n'allez absolument pas en créer un vous-même, allez plutôt vers des solutions qui sont existantes, comme YouTube ou autres. Si la question de l'hébergement des données locales, comme c'est le cas ici, se pose, Google a un data center maintenant à Zurich. Je pense que Ubicast va mettre quelque chose à, je ne sais pas où, et Kaltura, qui est un autre provider de média serveur, vient de mettre ses serveurs à Vienne. Donc, voilà. C'est quoi un média serveur? C'est un endroit qui va héberger vos vidéos de manière centralisée, qui va permettre à vos étudiants de les lire en streaming. Ça demande des grosses machines assez puissantes, comme c'est le cas sur YouTube. Et donc, voilà, ne postez jamais brut une vidéo vous-même, parce que l'étudiant va devoir la télécharger pour la lire, et ça devient assez complexe. La question qu'il faut se poser aussi quand on fait de la vidéo, c'est comment l'intégrer dans sa plateforme, dans Moodle. Parce que voilà, quand on fait de la vidéo, il y a des players Moodle pour les vidéos, et il y a aussi des trucs comme Kaltura ou des trucs comme Ubicast qui mettent des players dans Moodle avec les possibilités d'annotation ou d'enregistrement. Donc voilà, je pense qu'un abonnement Ubicast, je pense que hors du serveur c'est 5000 francs, je pense, par an. Et Kaltura, il est autour de ces eaux-là aussi. Ça vaut le coup aussi de pouvoir permettre ça. Puis la question qu'il faut se poser aussi et qu'on oublie, c'est que les vidéos, c'est pas uniquement fait pour être vu en ligne. Si vous avez une chouette vidéo, pourquoi vous ne la montrez pas en classe à vos étudiants? Enfin, moi j'avais des cours de morale. Parce qu'on ne les fait plus venir. Ou beaucoup moins venir. Ok. Donc voilà, on ne les montre pas en classe parce qu'on diminue énormément le nombre de présentiels.
La vidéo que vous pouvez proposer, vous pouvez le voir en présentiel aussi. Ça peut être une façon d'initier un débat. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils l'ont tous vu au moment T, avec le même recul. Donc, les vidéos qu'on propose, il ne s'agit pas uniquement de s'imaginer, ça se voit en ligne, c'est quelque chose qui peut être amené dans la classe aussi. J'avais un prof de neuro, oui. Pour les vidéos qu'on voit en classe ou en mentorat, par exemple, on va faire un autre type de travail dessus. D'accord ? On va peut-être travailler sur la professionnalité au travers de la vidéo et puis de l'analyse vidéo. Enfin, faire de l'analyse vidéo, c'est pas la même chose. Là, ça vaut le coup de le faire en classe, peut-être. Moi, j'avais un prof de neuro comme ça, à qui on avait mis un système. J'avais appris à faire des films avec son smartphone. Et lui, il essayait de tourner le patient le matin. Et parfois, il a enregistré quelques entretiens avec des patients qui demandent de donner leur accord. Et puis, la semaine suivante, il passait certains morceaux de film de sa rencontre avec le patient. Et il a arrêté le film. Et voilà, la semaine dernière, j'ai vu une madame Marguerite en consultation de neurologie. Voilà son anamnèse initiale, voilà pourquoi elle est à l'hôpital. C'est clair, les questions pour évoquer. Je fais play, j'arrive dans la salle, on voit qu'il commence à dialoguer avec la patiente, puis il fait pose à votre avis là, où j'en suis, où je dirige, quelles questions je pose. Et donc, il fait une exploration d'une vidéo clinique en faisant des pauses et en demandant aux étudiants vers quelle direction il doit se ramener. Puis il montre la direction qu'il a prise, il pose et il explique pourquoi. Là, on est typiquement dans l'expérientiel aussi, c'est très enrichissant pour l'étudiant. Et là, c'est un usage de vidéo qui est fait en présentiel. Donc, toutes ces questions-là, c'est important d'avoir ce cadre en tête.